C'est Le Crime Parfait, un thriller psychologique avec Jesse Hunt, tome 36, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. En rentrant au garage peu avant 21h, Sarah Whittaker dut admettre que le dîner n'avait été que passable. Elle avait lu toutes les critiques et s'était emballée, peut-être un peu trop. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle vivait ce genre d'expérience. Une nouvelle chef en vogue ouvrait un restaurant haut de gamme. Elle et son mari, James, réservaient l'un pour la première semaine, mais en ressortaient légèrement déçus. Ils auraient dû en tirer des leçons. Certes, c'était grisant d'obtenir des réservations dans tous les endroits branchés avant tout le monde. Mais la médaille avait son revers. Parfois, ces établissements avaient besoin de quelques semaines pour trouver leur rythme. Peut-être était-elle trop sévère. En descendant du côté passager, Sarah tenta de prendre du recul. Le repas n'avait pas été mauvais, simplement pas exceptionnel. Et ils avaient quand même passé un bon moment. James était fidèle à lui-même, hilarant et malin, lançant des plaisanteries qui la faisait pouffer dans son verre de vin. Il avait même porté un toast touchant. Même après 27 ans de vie commune, il gardait ce charme magique, à la fois doux et insolent, qu'elle adorait. Elle se dirigea vers l'arrière de la voiture et fut surprise de constater que la portière du conducteur était ouverte, mais que James n'était pas encore sorti. « Qu'est-ce qui te prend autant de temps, mon chéri ?» demanda-t-elle. « Tu n'es pas si vieux que ça. » Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et fut surprise par ce qu'elle vit. Le visage de James était livide et des perles de sueur perlaient sur son front. Il grimaçait. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour ?» s'inquiéta-t-elle. « Je ne me sens pas bien, » grogna-t-il. « J'ai commencé à me sentir mal sur le chemin du retour, mais ça s'est brusquement aggravé ces dernières minutes. Tu penses que c'est quelque chose que tu as mangé ? Je ne sais pas, dit-il en serrant les dents, mais j'ai vraiment mal. Allez, rentrons pour que tu puisses t'allonger, dit-elle en l'aidant à se lever. Une fois que tu seras installé, je verrai ce qu'on a dans l'armoire à pharmacie. Elle le fit entrer par la porte latérale du garage, mais elle peinait à supporter son poids. Il tenait à peine debout. Impossible de le faire monter jusqu'au canapé du salon dans cet état. Elle le guida donc jusqu'à l'une des chaises de la salle à manger et l'aida à s'asseoir doucement. « Ne bouge pas, » dit-elle en se dirigeant vers la cuisine. « Je vais chercher de quoi soulager la douleur. Dis-moi exactement où tu as mal. »« Partout, » gémit-il. « Je ne pense pas que ce soit une intoxication alimentaire. Mes entrailles sont en feu. J'ai l'impression que je vais exploser ou... » Il s'interrompit brusquement et Sarah leva les yeux pour comprendre pourquoi. James regardait en arrière vers le couloir menant au garage. Le mur de la cuisine lui cachait la vue, alors elle s'approcha pour voir ce qui avait attiré son attention. Dans l'embrasure de la porte se tenait une grande silhouette vêtue de noir, le visage dissimulé derrière un masque de ski. Sarah hurla. L'individu masqué fit un pas vers elle et elle cria à nouveau. Mais cette fois, le son de sa propre voix mit son cerveau et son corps en alerte. Elle se précipita vers le téléphone sans fil posé sur le comptoir et s'en empara, essayant de se concentrer sur les touches plutôt que sur la personne qui avançait vers elle. Mais elle ne put s'empêcher de lever les yeux. Voyant l'intrus s'approcher, James tenta de se lever et de s'élancer dans sa direction. Mais ses jambes cédèrent immédiatement et il s'effondra au sol. Sarah avait à peine composé 9-1. Que l'intrus l'atteignit, lui arracha le téléphone des mains et le projeta contre le mur, le brisant en morceaux. Il l'agrippa ensuite par le dos, la traîna dans la salle à manger et la força à s'asseoir sur une chaise près de James, toujours à terre et impuissant. Elle voulut aller vers lui, mais l'intrus posa une main sur son épaule et la repoussa fermement. « Arrête de lutter !» gronda la voix manifestement masculine de l'intrus. « Tu dois assister au spectacle. » Chapitre 1er. Jesse Hunt s'efforçait de dissimuler sa joie. L'ambiance rappelait presque le bon vieux temps, mais elle craignait de gâcher ce moment en l'exprimant à voix haute. Assise à table pour le petit déjeuner, elle observait Anna Dorsey s'affairer avec adresse dans la cuisine. Sa cadette, rentrée de l'université pour les vacances de printemps, préparait le repas pour Jessie et son mari, Ryan. Anna, cuisinière amateur douée, semblait compenser son manque de pratique dans sa chambre universitaire en leur concoctant un festin. Des parfaits au yaourt et des bouchées aux œufs garnissaient déjà la table, tandis qu'elle mettait la touche finale à une pile de crêpes aux myrtilles. « Tu sais qu'on doit partir travailler dans une demi-heure ?» lui rappela Jessie, faisant allusion au commissariat où elle et Ryan exerçaient. Elle était profileuse criminelle pour le LAPD et Ryan, connu professionnellement sous le nom de détective Hernandez, dirigeait une unité d'élite. « Je sais, » répondit Anna, « mais le petit déjeuner est crucial. Qui sait à quel individu louche vous aurez affaire là-bas ? Il vous faut des forces. »
Moi, je ne me plains pas, intervint Ryan en avalant une bouchée d'œufs au cheddar, bacon et ciboulette. Et toi, comment comptes-tu occuper ce premier jour officiel des vacances ? Je croyais vous l'avoir dit, répliqua Anna en déposant la dernière crêpe sur la pile avant de la poser sur la table. Tu ne l'as dit qu'à moi, précisa Jessie. Ah oui, c'est vrai, admit Anna en les rejoignant. Je file un coup de main à Kat cette semaine. Jessie s'attendait à cette réponse, mais elle se trémoussa néanmoins sur sa chaise, mal à l'aise. Le sujet de Kat Gentry, sa meilleure amie et détective privée, était délicat ces temps-ci. Tu l'assistes sur une affaire ? S'enquit Ryan. Exact, confirma Hannah. Elle m'a parlé d'une mission de surveillance qui serait plus facile à deux. Elle m'a proposé 50$ par jour et autant de malbouffe que je voulais, alors je n'ai pas pu résister. Tu sais de quoi il s'agit ? Demanda Jessie. Elle m'a dit qu'elle m'expliquerait tout à son bureau, répondit Hannah. J'ai l'impression que je vais peut-être aussi côtoyer des gens peu recommandables aujourd'hui. Je sais que tu peux te débrouiller, mais certaines personnes sont plus que bizarres, surtout quand elles sont aux abois. Jessie savait que sa petite sœur était capable de se défendre. Elle y avait veillé en l'emmenant à des cours d'autodéfense et en lui donnant des bases en arts martiaux. Mais Hannah, grande et mince, avec ses cheveux blonds et ses yeux verts identiques à ceux de Jessie, était une jolie étudiante de 18 ans, ce qui faisait d'elle une cible potentielle. « Promis, je ferai attention », assura Hannah avant de boire une longue gorgée de café. Il y eut un silence avant qu'elle ne pose la question que Jessie redoutait. « Comment ça se passe entre vous deux ? Je ne veux pas passer 8 à 12 heures en voiture avec Kat sans savoir quel sujet éviter. » Jessie soupira. Elle m'en veut toujours de travailler avec Haddonfield. Enfin, je crois. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles depuis qu'elle s'est emportée à ce sujet. J'essaie juste de lui laisser de l'espace, en espérant qu'elle finira par s'en remettre. Bon à savoir, dit Anna en nappant une crêpe de sirop. Donc pas un mot sur ma sœur coincée dans une voiture avec sa meilleure amie. Compris ? Je voulais te demander, enchaîna maladroitement Jessie. Comment ça se passe côté pulsion ? Côté pulsion ? Répéta Anna avec un sourire intrigué. Tu parles de ma vie amoureuse ou de mon envie refoulée de me venger violemment des malfrats ? Plutôt la deuxième option, précisa Jessie. Pas d'envie irrépressible de châtier physiquement les salauds ? Anna secoua la tête. Je suis fière de dire que ces derniers temps, il est resté en sommeil, déclara-t-elle. J'ai suivi ton exemple. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand je sens monter en moi cette soif de sang, celle que nous tenons probablement tous les deux de notre père tueur en série, je fais comme toi. Ça peut paraître ringard, mais j'essaie de la canaliser dans un combat pour la justice. C'est pour ça que j'aide officieusement d'autres étudiants à résoudre des problèmes qu'ils ne veulent pas signaler à la police du campus. Que ce soit pour démasquer un harceleur, retrouver un ami disparu ou même innocenter quelqu'un accusé à tort de triche, j'éprouve le même frisson qu'avec des méthodes de vengeance moins nobles. C'est ton gagne-pain et ça semble plutôt bien marcher. Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Jessie sourit en avalant une cuillerée de parfait. C'était délicieux, mais ce n'était pas la raison de son silence. La vérité, c'est que ces derniers temps, elle ne parvenait pas à maîtriser ses pulsions meurtrières aussi bien que sa cadette semblait le faire. C'était une réalité qu'elle avait fini par admettre, du moins intérieurement, et qu'elle ne pouvait plus ignorer. Mais elle n'avait pas l'intention d'en parler à Hannah. Elle ne voulait pas la décevoir. Ryan, témoin de certaines de ses récentes difficultés, vint à sa rescousse. « Et si on parlait de ta vie amoureuse ?» lança-t-il d'un ton enjoué. « Comment ça se passe avec… Comment s'appelle-t-il déjà ? Fine question marque. » Le sourire d'Anna s'estompa. « On en parlera une autre fois, » dit-elle. « Ce n'est pas un sujet de petit déjeuner aux myrtilles. Tu ne veux pas te confier à celui qui n'est pas officiellement ton beau-père, mais que tu as toujours considéré comme un héros et un mentor ? Je te parlerai de Finn quand tu m'auras dit comment ça se passe avec Parker, rétorqua Hannah avec un sourire légèrement malicieux. Touché, dit-il avant de se taire. Parker était le capitaine Galen Parker qui avait repris le poste après que Ryan eut démissionné pour retourner à son ancien poste de chef de la section spéciale des homicides, ou HSS, spécialisée dans les affaires médiatisées ou à fort retentissement, impliquant généralement des meurtres en série ou des victimes multiples. Jessie comprenait la manœuvre de Hannah. Sa sœur savait que les choses avaient été tendues entre Ryan et Parker, et que l'interroger sur leur relation le mettrait mal à l'aise. Ce que Hannah ignorait, mais que Jessie savait, c'est qu'ils avaient récemment rencontré le chef de la police de Los Angeles, Roy Decker, pour tenter d'aplanir leurs différends. Et même si en apparence la situation semblait s'être améliorée, Jessie percevait toujours la tension sous-jacente entre eux. Elle craignait qu'un jour, celle-ci n'explose d'une manière qui pourrait mettre en péril la carrière de Ryan. À cet instant, leurs deux téléphones sonnèrent. Jessie regarda le sien.
C'était un appel de Parker. « Quand on parle du loup, dit Ryan, ce n'est pas très aimable, répliqua-t-elle. Ryan lui tira la langue avant de répondre. Vous êtes sur haut-parleur avec Jessie et moi. Que se passe-t-il? Désolé de vous déranger avant même votre arrivée au bureau, mais je ne voulais pas que vous perdiez du temps en venant ici. Pourquoi? Demanda Jessie. Je vais vous envoyer par SMS une adresse dans le quartier de West Adams, dit-elle. Il y a eu un meurtre avec effraction. Nous venons d'en être informés il y a quelques minutes. Pourquoi font-ils appel à la HSS? Demanda Ryan. Je n'en suis pas sûr, répondit Parker. Mais apparemment, l'officier en charge de la scène était catégorique sur le fait que c'était dans vos cordes. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit que c'était vraiment une affaire pour la HSS. Et nous savons tous que les autres divisions n'aiment pas céder une affaire à moins d'y être contraintes. Je suppose que vous en saurez plus une fois sur place. Elle raccrocha sans rien ajouter. Toujours aussi charmante, dit Ryan d'un ton sarcastique. Avant que Jessie ne puisse répondre, ils reçurent un message avec l'adresse. Allons-y, dit-elle, avant de se tourner vers Hannah. Désolée de devoir filer. T'en fais pas, dit sa sœur. Attraper le coupable est plus important que de manger des œufs, mais je vous en garderai quand même. Jessie embrassa Hannah sur le front et se précipita dans la chambre pour enfiler ses chaussures les plus confortables. Elle pressentait qu'elle allait en avoir besoin aujourd'hui. Chapitre 2. Jessie eut presque l'impression d'avoir besoin de lunettes de soleil. Lorsqu'ils s'arrêtèrent devant le manoir de West Adams, les lumières clignotantes étaient si vives qu'elle dut plisser les yeux pour distinguer la maison. Ryan fut contraint de se garer au milieu du pâté de maison à cause de tous les véhicules d'urgence. Ils descendirent et longèrent le trottoir, passant devant d'autres demeures qui offraient un mélange éclectique de styles architecturaux. Victorien, craftsman, beaux-arts, typiques de ce quartier historique non loin du cœur de Los Angeles. Arrivés à l'adresse indiquée, Jessie leva les yeux vers l'imposante bâtisse. La maison où ils étaient attendus était une demeure victorienne. Principalement verte avec des volets blancs, elle possédait un vaste jardin et une grande véranda. Des beaux windows ornèrent la façade, et un toit très pentu menait à une impressionnante tourelle. Jessie estima que la maison datait des années 1900. Nul besoin de deviner qu'elle valait une fortune. Ils remontèrent l'allée jusqu'à l'immense porche d'entrée, où un ruban de police et un agent en uniforme les arrêtèrent. Ryan exhiba son badge et sa carte d'identité avant que le jeune homme ne puisse s'opposer à leur présence. « Nous cherchons l'officier responsable », déclara-t-il. « C'est le sergent Delco », répondit l'agent. « Je vais l'informer de votre arrivée. » Pendant qu'il contactait le sergent par radio, Jessie adressa un hochement de tête satisfait à Ryan. Ils avaient déjà collaboré avec Paul Delco, qu'elle avait toujours trouvé compétent et professionnel. Le fait qu'il les ait appelés était de bon augure. Delco ne les aurait pas contactés si la situation n'avait pas été hors norme. Lorsqu'il sortit à leur rencontre, elle se rappela autre chose. Delco ne donnait pas l'impression d'être d'humeur joviale. La trentaine, mince comme un fil et les cheveux bruns coupés en brosse, l'homme arborait un air perpétuellement renfrogné. Cela ne la dérangeait pas. « Ravi de vous revoir, sergent », dit-elle avec affabilité, juste pour voir si elle parviendrait à lui arracher un sourire. En vain. « Madame Hunt », répondit-il sèchement avant de saluer Ryan et l'inspecteur Hernandez. « Merci à vous deux d'être venus si rapidement. On nous a dit que vous pensiez que cette affaire pourrait relever de la HSS, mais nous ignorons pourquoi, déclara Ryan. Vous pouvez nous en dire plus? La victime s'appelle James Whittaker, 56 ans, banquier d'affaires chez Wiley McComb. Le médecin légiste vient de commencer son examen, mais officieusement, il semblerait que l'homme ait été empoisonné. « Qu'est-ce qui vous permet d'en être si sûr ?» demanda Jessie. « C'est ce qu'a déclaré sa femme, Sarah, avant d'être emmenée à l'hôpital, » expliqua Delco. Devant les regards interrogateurs de Jessie et de Ryan, il poursuivit. « Elle a fait une crise de panique peu après mon arrivée et a dû être mise sous sédatif, » précisa-t-il. Mais d'après les premiers agents sur place, elle a raconté que son mari avait commencé à se sentir mal en rentrant du restaurant. Pendant qu'elle l'aidait à entrer dans la maison, un intrus se serait apparemment faufilé à l'intérieur. Il l'a ligoté et l'a forcé à regarder James mourir. L'intrus lui aurait dit qu'il l'avait empoisonné au restaurant et qu'il les avait suivis jusqu'à la maison pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu et qu'elle assistait à la scène. Il a donc empoisonné le mari pour que la femme le regarde mourir, confirma Ryan alors qu'ils avançaient dans un long couloir. Oui, pendant plusieurs heures, dit Delco. Puis l'individu l'aurait apparemment laissé là, ligoté, à côté du cadavre de son mari. Vous comprenez maintenant pourquoi je pensais que c'était une affaire pour la section spéciale. Ce n'est pas un meurtre ordinaire. Ils atteignirent le coin petit déjeuner et Jessie s'arrêta un instant pour observer la pièce.
Elle ne regarda pas immédiatement le corps qu'elle apercevait du coin de l'œil, étendu sur le sol. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisine, où elle remarqua plus d'une douzaine de morceaux de plastique, de métal et de câbles éparpillés sur le sol. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu'il s'agissait des débris d'un téléphone sans fil. Elle se demanda s'il s'était brisé lors d'une lutte, pendant que l'un des Whittaker tentait d'appeler à l'aide. Ils obtiendraient en ces détails bien assez tôt en interrogeant la femme à l'hôpital. Pour l'instant, elle devait tirer le maximum d'informations de la scène. Elle s'agenouilla et remarqua ce qui ressemblait à des attaches en plastique ensanglantées sur le sol de la cuisine, ainsi que de nombreuses gouttes de sang. « Vos hommes les ont déjà vus ?» demanda-t-elle à Delco. « Oui, dit-il. Ils ne voulaient rien toucher tant que vous n'aviez pas eu l'occasion d'examiner les lieux. »« Vous êtes prête à voir le corps ?» demanda Ryan, sachant qu'elle préférait s'imprégner de l'environnement avant d'étudier la victime. Elle acquiesça. Ils se dirigèrent vers la table du coin petit-déjeuner, où plusieurs membres de l'unité scientifique s'affairaient à effectuer des prélèvements et à relever des empreintes. Jessie reconnut le médecin légiste adjoint, Kelvin Soto, un petit latino d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns soigneusement coiffés sur le côté. Il était agenouillé près du corps de James Whittaker. La victime gisait sur le flanc. Whittaker, légèrement bedonnant, avait des cheveux bruns clairsemés. Il portait un pantalon, une chemise boutonnée et une veste de sport, ce qui laissait supposer que le restaurant où il s'était rendu ce dimanche soir était plutôt huppé. Une flaque de salive s'était formée sous sa joue, ses yeux étaient hermétiquement clos. « Des premières impressions ?» demanda Ryan à Soto. L'examinateur leva la tête, reconnut son interlocuteur et se releva. « Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, mais il semblerait que le décès remonte à 6 à 10 heures, soit entre 21h30 hier soir et 1h30 ce matin. Nous effectuerons une analyse toxicologique dès son retour au laboratoire, mais l'hypothèse d'empoisonnement avancée par sa femme paraît plausible. Nous devrions avoir des éléments concrets d'ici cet après-midi. »« Bien, merci, » dit Ryan en se tournant vers Jessie. « Des théories ?» Elle secoua la tête. « J'essaie juste de comprendre les grandes lignes pour l'instant, » répondit-elle. « Il semblerait que quelqu'un ait empoisonné James Whittaker à l'insu de tous, ait suivi le couple jusqu'à leur domicile, et ligoté Sarah Whittaker et les forcé à veiller toute la nuit pendant que son mari agonisait. La personne à qui nous avons affaire avait tout minutieusement planifié. « C'est ce qui m'inquiète, » déclara Ryan. « S'agissait-il d'une vendetta personnelle contre les Whittaker, maintenant assouvie? Ou avons-nous affaire à quelqu'un qui ne fait que commencer ?» Jessie partageait la même inquiétude. « Allons à l'hôpital, » dit-elle. « Pour l'instant, Sarah Whittaker est peut-être la seule à détenir ces réponses, et nous devons les obtenir rapidement. » Chapitre 3. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital peu avant 8h30, Jessie fut frappée par le calme inhabituel qui y régnait. Aucune sirène d'ambulance ne retentissait à l'extérieur et la salle des urgences, habituellement en effervescence, semblait étrangement paisible. Apparemment, ce lundi matin était une accalmie pour les traumatismes. L'infirmière en chef les guida vers le lit où reposait Sarah Whittaker. En écartant le rideau, ils découvrirent une infirmière en train de prendre les constantes de la patiente. Sarah Whittaker était allongée, les yeux ouverts mais voilés. Les effets du sédatif n'avaient visiblement pas encore disparu. Vêtue d'une blouse d'hôpital fleurie, elle avait une perfusion dans le bras. Quelqu'un, probablement pas elle, avait attaché ses cheveux gris-bruns en un chignon lâche. Son maquillage de la veille était encore visible, des traînées de mascara maculant ses joues. « Nous sommes de la police », annonça Ryan à l'infirmière. « Est-elle en état de parler ?»« Elle est plus alerte depuis quelques minutes », répondit l'infirmière. « Si vous voulez bien patienter que je termine de relever sa tension avant de l'interroger, je vous en serai reconnaissante. » Un silence gêné s'installa. Jessie observa son mari qui se dandinait nerveusement. Même dans ces circonstances, elle trouvait attendrissant de le voir si manifestement mal à l'aise. D'ordinaire, Ryan débordait d'assurance. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Non seulement il était bâti comme un roc, avec sa mâchoire carrée et son corps musclé, de plus de 90 kilos pour près d'1,90 m qui tendait sa chemise, mais il avait aussi des yeux bruns chaleureux, un sourire timide et d'adorables fossettes. Cet homme était superbe. Alors chaque fois qu'il semblait un peu déstabilisé, c'était un plaisir qui le rendait encore plus séduisant à ses yeux. Jessie chassa cette pensée. Elle était habituée à ce genre de situation, mais James Whittaker ne l'était pas, et elle ne voulait pas être surprise en train de s'extasier sur son mari devant une victime. L'infirmière fit signe qu'il pouvait commencer. Ryan, reprenant contenance, tendit son badge pour que la femme alitée puisse le voir. « Bonjour, Madame Whittaker, dit-il doucement.
Je suis l'inspecteur Hernandez de la police de Los Angeles. Voici Jesse Hunt qui travaille avec nous. Nous sommes navrés pour votre perte. Merci, répondit Whittaker d'une voix rauque. L'infirmière lui tendit un gobelet d'eau qu'elle but à la paille. Nous aimerions vous parler de ce qui s'est passé hier soir, poursuivit Ryan. Je la connais de la télévision, dit Whittaker en désignant faiblement Jessie. C'est elle qui traque les tueurs en série. C'est exact, confirma Jessie en s'avançant. Mais j'interviens aussi sur d'autres types d'affaires, Madame Whittaker. Et avec votre aide, j'espère appréhender la personne qui a empoisonné votre mari. À ces mots, Sarah Whittaker tressaillit et ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, son regard semblait plus vif qu'auparavant. « Je ferai tout mon possible », affirma-t-elle avec détermination. « Merci, dit Ryan. Nous aimerions commencer par votre dîner d'hier soir. Où êtes-vous allé ? Un nouveau restaurant appelé Dadio, répondit-elle. Il a ouvert jeudi dernier et nous avons pu y avoir une table hier. Nous étions ravis. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel pendant le dîner ? Demanda Jessie. L'un de vous s'est-il disputé avec quelqu'un ou a-t-il remarqué un comportement étrange ? Non, rien de tel, déclara Madame Whittaker. Vos interactions avec le personnel de service ont été agréables, vérifia Ryan. Tout à fait, confirma Madame Whittaker. Tout le monde a été charmant avec nous. Nous avons trouvé que la nourriture n'était pas à la hauteur de nos attentes, mais nous avons mis ça sur le compte de l'ouverture récente, et nous n'avons rien dit de négatif à qui que ce soit sur place. Qu'en est-il des personnes extérieures au restaurant ? S'enquit Jessie. Quelqu'un d'autre s'est-il approché de votre table ? A-t-il engagé la conversation avec vous ? Non, pas que je me souvienne. L'un de vous a-t-il quitté la table, peut-être en même temps ? Insista Ryan. Je ne crois pas, répondit Whittaker avec moins d'assurance. Nous sommes tous les deux allés aux toilettes, mais à des moments différents. Jessie hésita à poser la question suivante, craignant qu'elle ne paraisse accusatrice. Souvent, quand la personne avec qui je dîne s'absente un moment, je consulte mon téléphone et je ne fais pas vraiment attention à ce qui se passe autour de moi, expliqua-t-elle. Est-il possible que vous ayez fait de même lorsque James est allé aux toilettes ? Le visage de Whittaker se décompose. Oui, dit-elle. C'est une habitude chez moi. Je ne me souviens pas précisément de l'avoir fait hier soir, mais j'en suis certaine. Vous pensez que quelqu'un aurait empoisonné la nourriture ou la boisson de Jim sous mes yeux, sans que je m'en aperçoive ? Pas du tout, s'empresse de répondre Jessie. Ne vous méprenez pas. Notre rôle est d'explorer toutes les pistes possibles. C'est pour cela que nous posons tant de questions, même si la plupart du temps, ça ne mène à rien. Parlez-nous plutôt de votre retour à la maison. Le sergent nous a dit que votre mari avait commencé à se sentir mal à ce moment-là. L'expression de Whittaker laisse penser que Jessie a réussi à désamorcer le sentiment de culpabilité qui commençait à envahir la femme. En effet, quand nous sommes rentrés, il m'a dit qu'il avait commencé à se sentir mal pendant le trajet, mais que son état s'était aggravé ces dernières minutes, explique-t-elle. J'ai dû l'aider à entrer. C'est sans doute à ce moment-là que l'homme s'est introduit chez nous. Je ne me suis pas soucié de fermer la porte du garage, ni de verrouiller la porte intérieure. C'est de ma faute s'il a pu entrer. Ne dites pas ça, la rassure Jessie. Comment auriez-vous pu prévoir ce qui allait se passer ? Le seul responsable, c'est l'intrus. Madame Whittaker, intervient Ryan, vous venez de dire « il ». Êtes-vous sûre qu'il s'agissait d'un homme ? Elle hoche vigoureusement la tête. Il était grand, au moins 1m90, et sa voix était clairement masculine. Ryan échange un regard avec Jessie. Elle connaît bien cette expression. Il lui fait comprendre qu'il compte aborder le cœur du sujet et qu'elle doit surveiller attentivement les réactions de Whittaker. Elle acquiesce d'un signe de tête. Même si tout ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent correspondait au récit de Sarah Whittaker, ils ne pouvaient écarter l'hypothèse qu'elle ait tout inventé et qu'elle ait elle-même tué son mari. Jessie veut observer de près sa réaction aux prochaines questions de Ryan. « Bien », dit-il en reportant son attention sur Whittaker. « Que s'est-il passé après que l'intrus soit entré dans la maison ?» La femme pousse un long soupir avant de répondre. « J'ai commencé à crier et j'ai saisi le téléphone pour appeler les secours, mais il me l'a arraché des mains et l'a jeté contre le mur. Jim a essayé de l'arrêter, mais il n'a pas pu se lever et s'est effondré. L'homme m'a forcé à m'asseoir à la table de la cuisine et m'a attaché. Je l'ai supplié de nous laisser partir, mais il m'a dit que je devais assister au spectacle. » Elle s'interrompt un instant pour boire une gorgée d'eau. Jessie devine que c'est aussi pour reprendre contenance. Ni elle ni Ryan ne parlent, attendant qu'elle poursuive. « Le spectacle, c'était Jim agonisant pendant des heures, » reprend Whittaker avec amertume. « J'ai continué à supplier l'homme d'appeler une ambulance, mais il ne réagissait pas. Il se contentait de fixer Jim. À un moment, j'ai refusé de regarder et il m'a menacé d'égorger Jim si je détournais les yeux. Alors j'ai continué à regarder. Avec le recul, j'aurais peut-être dû refuser. Jim n'aurait pas souffert si longtemps. Mais une part de moi espérait encore que l'homme céderait et l'aiderait.
ou me laisserait appeler les secours. Mais il ne l'a jamais fait, demande Ryan à voix basse. Whittaker secoue la tête. À un moment, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, poursuit-elle. Il m'a répondu que j'avais besoin de ressentir la douleur, que c'était bon pour moi. Quand j'ai insisté pour comprendre, il m'a dit que tout finirait par s'éclaircir. Mais il ne vous a jamais donné d'explication ? Demande Ryan. Non, la plupart du temps, il restait assis avec son masque de ski noir, dit-elle. De temps en temps, il vérifiait si Jim respirait encore. Pendant un moment, Jim est resté conscient, mais il a fini par perdre connaissance. L'homme approchait alors un miroir de sa bouche et de son nez pour voir s'il respirait. Elle s'arrête quelques instants et Jessie pense que Ryan va devoir la relancer, mais elle reprend d'elle-même. Quand elle se remet à parler, sa voix tremble légèrement. Une fois, il a fait ce geste et il n'y a rien eu. Pas de buée sur le miroir, pas de pouls. Il m'a regardé et m'a annoncé froidement que mon mari était mort à 22h41, puis il s'est levé et il est parti. Il n'a rien dit d'autre ? Demande Jessie, qui prend la parole pour la première fois depuis un moment. Non, répond Whittaker. Il m'a juste laissé attaché, seul avec le corps de mon mari et toutes ces pensées terribles. J'ai fait le calcul dans ma tête. Entre le moment où nous sommes rentrés vers 21h et celui où il est mort, il s'est écoulé près de 2 heures. On aurait pu le sauver si ce fou l'avait permis. Jessie resta silencieuse, mais jusqu'à présent, chaque réponse de Whittaker ainsi que son langage corporel renforcèrent sa crédibilité. On ne pouvait jamais en être totalement certain, mais Jessie était encline à croire son histoire. « Comment t'es-tu libérée ?» demanda Ryan. « Pendant longtemps, je n'ai même pas essayé, » répondit Whittaker. « Je suis restée assise, anéantie, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Quand j'ai enfin trouvé la force d'essayer, cela m'a semblé interminable. L'homme avait attaché mes mains derrière mon dos avec un serre-câble, puis les avait fixées à un pied de la table. J'ai dû trouver un moyen de soulever la table, qui était lourde, tout en baissant suffisamment mes mains pour les glisser sous le pied. J'ai failli abandonner plusieurs fois, mais la colère a fini par monter en moi et j'ai puisé dans cette rage. Cela m'a donné la force nécessaire pour soulever la table et me dégager. Ensuite, je suis allée à la cuisine chercher un couteau. Il m'a fallu du temps pour me libérer complètement. C'est comme ça que j'ai eu ça. » Elle leva les mains pour montrer les bandages sur ses 2 poignets. Cela expliquait le sang que Jessie avait vu sur les serre-câbles et sur le sol de la cuisine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.